مرحبا بكم. Au programme de l'émission, la Médina de Fès ne peut survivre que si ses artisans continuent de s'y épanouir. Venez rencontrer ces tailleurs, dinandiers, céramistes et tanneurs qui font vibrer les vieux murs de cet immense atelier traditionnel. La Médina de Fès, siège de la plus ancienne université du monde, renferme des savoirs d'une richesse inouïe et ses vieux manuscrits ont inspiré la vocation de calligraphe à notre jeune ami Mohamed Cherkaoui. La Médina de Fès rassemble chaque année des intellectuels de tous les pays et de toutes les religions autour du festival de la culture soufie, une grande tradition musulmane. Mais tout d'abord, la Médina de Fès, patrimoine de l'humanité, est un trésor extrêmement fragile sur lequel veillent les équipes de M. Fouad Serrini pour le bénéfice de ses propres habitants. Al-Medina est le nom de la ville sainte d'Arabie Saoudite où le prophète Mohammed a réuni ses disciples à l'aube de l'islam. Par tradition, le mot Médina évoque la partie historique de toutes les villes du monde musulman. La Médina de Fès est un monde en soi, un trésor pour l'humanité tout entière et un milieu de vie fragile pour ses 120 000 habitants. Ce trésor, l'UNESCO l'a reconnu en nommant Fès ville du patrimoine mondial. Au début des années 1980, le roi Hassan II a lancé un appel au monde entier. Il faut sauver la Médina de Fès. Vue de loin, contenue entre ses murailles, elle semble protégée. On voit tout de suite que son centre, à n'en pas douter, est un centre religieux, le cœur mystique de la ville. C'est le centre du savoir. Fès est un lieu privilégié pour comprendre l'organisation de la vie dans une cité arabo-musulmane. Elle a pourtant un immense défi à relever, celui d'assurer sa conservation tout en intégrant la modernité. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on retrouve ici qu'on ne retrouve pas dans les autres médinas du Maroc? On dit un proverbe au Maroc, la clé du Maroc, c'est Fès. Toutes les dynasties qui se sont succédées, s'ils n'ont pas Fès, ils n'ont pas le Maroc. La Médina, qui a été fondée vers la fin du 8e siècle de notre ère, semble inchangée depuis le 12e siècle. Les habitants de Fès, les Fassis, sont de toute évidence attachés à cet héritage. Fouad Serrini connaît bien Fès. Il y a grandi et il dirige aujourd'hui un vaste projet pour sauver la Médina. Pour réussir ce grand défi, il doit la connaître de fond en comble. C'est ainsi qu'il pourra contribuer à la sauver et à sauver la connaissance qu'elle contient. Fès, c'est un des modèles les plus expressifs de la civilisation arabo-musulmane. À l'intérieur de ces murailles, il y a à peu près 14 000 bâtiments, dont 11 000 sont historiques, une population de 120 000 habitants. La population de la Médina reste le premier garant de la pérennité et de la durabilité de cette ville. Cette population, en s'attachant à son patrimoine, à son héritage, à sa culture, elle continue à utiliser tous les équipements historiques qui ont toujours cette présence au sein de la vie communautaire. Mais ce qui était autrefois la ville n'est maintenant qu'une petite partie d'un vaste ensemble. Cette Médina qui était la ville, maintenant elle n'est plus la ville. C'est 350 hectares parmi les 10 000 hectares de l'agglomération de Fès. Du haut de la colline où se dresse le tombeau des Mérinides, que le temps a dépouillé de ses marbres et de son ancienne splendeur, on aperçoit la partie la plus ancienne de la muraille de la Médina. Ce qui frappe mon regard d'étranger, c'est cette présence de murs. On sait qu'en France, par exemple, toutes les villes étaient emmurées. Donc on pourrait dire que la fonction défensive des murailles a été remplacée par une fonction hygiéniste, en quelque part, puisque la muraille empêche la pénétration d'une modernité qui n'aurait pas sa place. C'est vrai que quand on a une muraille, c'est déjà une force dissuasive pour ne pas avancer n'importe comment, pour ne pas faire n'importe quoi autour de la Médina. سلام الله عليكم، مرحبا بكم أعزائي عزيزتي ضمن هذا الخاص الذي من خلاله سنطرح ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط بمدينة فاس. لهذا الغرض يحضر معنا داخل الاستوديو السيد فؤاد السرغيني مدير وكالة تخفيف من الكثافة وإنقاذ مدينة فاس. فسي فؤاد السرغيني، ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط على صعيد مدينة فاس هي تستفحل يوما عن يوم، فهناك مخطط استعجالي لمعالجة هذه الظاهرة.
على صعيد وكالة تخفيف من الكثافة وإنقاذ مدينة فاس. أولا ليس هنا إلا أن نتقدم بأحق التعازي للضحايا والعائلات الكارثة اللي وقعت أو الأمس في حي الشنابليين. وهذه من طبيعة الحال من ضمن الأمور اللي منتظر أنها تقع، لأنه الاشتغال ضمن كما قلت الاشتغال ضمن 4000 بناية اللي منها 1800 في وضعية حرجة. Fouad Serrini travaille dans l'urgence. Partout, il doit identifier ce qui doit être fait pour que les maisons ne tombent pas en ruine. On devrait se mobiliser pour empêcher à ce que les structures tombent sur les têtes des gens. Si nous sommes là pour réhabiliter la Médina, on ne peut pas chanter aucune chanson si on a des gens qui meurent. Alors, ville patrimoine mondial, ville de l'humanité, etc. Et on a des gens qui meurent dans la Médina, c'est inacceptable. On dit que si quelqu'un est tué, c'est comme si on a tué toute l'humanité. C'est d'ailleurs dans le Coran. La Médina que nous découvrons aux côtés de Fouad Serrini repose sur une organisation où toutes les classes sociales se côtoient dans la fraternité. Mais dans chaque ruelle, les rencontres confirment l'attachement des Fassis pour leur ville, mais aussi pour les maisons qu'ils habitent, souvent depuis de nombreuses générations. Aussi la valeur de la cohésion sociale. Dans la Médina, on ne peut pas trouver un espace réservé pour les riches et un espace réservé pour les pauvres. Vous avez vraiment une certaine mixité. Monsieur Ahmed Lalou, vous êtes peintre, c'est vous qui avez fait ces beaux tableaux. Oui. C'est vous qui habitez la maison en restauration. Je suis né dans cette maison. Vous êtes content donc que quelqu'un vous aide à restaurer votre maison parce que vous y êtes attaché à ça. Je ne suis pas content, je suis très fier d'avoir mon rêve qui va être réalisé par des anges. Toi-même, vous êtes un ange devant moi. Parce que je vois que ma maison soit être restaurée, ça, c'est une je ne sais pas comment t'expliquer ça. Ma vie ici, c'est une vie pleine de richesses de cœur. Moi, je suis attaché avec la maison tant que je mors dans la maison. Et vous n'êtes pas le seul à Fès, dans la Médina, parce qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui veulent rester ici parce que c'est leur vie, parce qu'ils aiment vivre ici. Le bonheur de Fès, c'est être ensemble. Même la pauvreté, ça n'existe pas la pauvreté devant celui qui est très très fort, qui est sportif, qui prie Dieu, qui a un cœur ouvert. Alors nous ne sommes pas pauvres, nous sommes riches de cœur. C'est ça, Fès. Fès, c'est la richesse du cœur. Nous, on est toujours attachés l'un avec l'autre. Nous sommes tous attachés comme le nid des abeilles. Savez-vous quel âge elle a, votre maison? 1200 ans, comme ça. La maison a 1200 ans? Oui, il a 1200 ans. Comment vous avez appris votre métier de peintre? Quand on est serré, on trouve toujours la place où on peut sortir. OK. C'est ça, la peinture. Ah ouais. C'est une évasion pour vous? Non, c'est un exercice de la vie. Quand on est très très serré par quelque chose, on cherche à trouver la fenêtre de bonheur. On peut voir le soleil. Alors je cherche la peinture et je trouve mon soleil. Le matin à 5h ou à 5h30, je me lève et toutes les montagnes que vous voyez à Fès, je les cours. Mais les plus grands coureurs du monde se sont entraînés sur ces montagnes à Ouita. Ouita, Al-Garrouj, Skah, et on a beaucoup de... Même les Kenyans, ils sont venus ici, ils ont mis les marathons de Fès et j'ai couru avec. Et à bientôt. Barakallahu fi. Une rénovation, c'est souvent parer au plus urgent. Mais chaque geste compte et chaque geste est reconnu et apprécié. السلام عليكم. سيدي شنو هذا خير؟ لي لي قولي عمرك سيدي مرحبا. واش دابا كيدير بالحديد؟ واش دابا كيدير بالحديد؟ هذه قديمة. قديمة. نشوفوا الدار صافي. دخل دخل. السلام عليكم. سيدي مرحبا. هاني سيدي. سلام. هذا البيت اللي صنعوا لي. هذا هو.
هذا الحيطه سيدي اللي وصلوا صوبوا مازال كاين على الزنقه على الشارع نعم سيدي وصوبوا لي السقف هذا البيت عندي وهذا البيت هذا وعندي سيدي هذا النبح هذا. Cette image, c'est la Médina pleine de pauvreté, tout était dégradé, rien ne peut être sauvé. Donc cette image qui était constituée de façon négative, il fallait à un moment s'arrêter et dire voilà, il faut qu'on sache exactement quelle est la dimension de tel ou tel problème. اي حمل والدي حمل والدي كثر خالكم الله ينصر سيدنا ينصر سيدنا ويخليكم لنا. Vous avez envoyé donc des gens, des hommes et des femmes, investiguer, faire du porte-à-porte, quoi, puis entrer dans les maisons pour voir l'état des lieux. Nous avons une chance de travailler avec et pour une population qui est très recevante. Donc, on l'a constaté nous-mêmes. Oui. Salam alaikum. Ce sont vos deux enfants. Ah oui. Ouais. Une fois qu'on commence à rentrer vers l'espace privé, on est vraiment rentré à la tranquillité. Assis en tailleur. On est au cœur d'une ville de 150 000 habitants, puis on n'entend rien. Et ça fait partie de la qualité de vie. مازال ما كنبدا الصعيب باغيين نخدم وانا ديال الخدمه اللي كنخدموها نتوما شفتوها الصنعه التقليديه هي هذه. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait de vivre dans la Médina? المدينه كتعجبني الهوايه ديالها من خلاقيت هنايا هذه وحده بعدا حليت عيني في وسط هاد الازقه وهاد الدروب القدام وداك الشيء ولعبنا في العرصه انا ولد المدينه اصلا فهمتي. Vous êtes propriétaire de la maison? لا هي كاري. Vous êtes locataire. Quand vous êtes arrivé, la maison avait des problèmes. دار لا باس بها ولكن على حساب الشتاء اللي دازت هاد السنوات هي اللي زادت اثرت من الجوده ديالها. Il a fallu éclaircir tout ce brouillard-là sur l'image qu'il y avait sur la Médina, au niveau de la pauvreté, au niveau de l'insalubrité, au niveau des bâtiments qui sont très dégradés. Donc il y avait tellement d'images et d'opinions publiques pessimistes que ça laissait les gens, les acteurs, parfois découragés à faire quelque chose. مورانا وكاينين حوايج صبنا مسلحه وداك الشيء داك الشيء فاضي والله العظيم احنا نشوفوا مع اللحيت تنسقوا شي مع الباشا نشوفوا مع الباشا ندخلوها في البرنامج. لا يعطيك الخير واحد ضربه التحريه غادي يبدا بغباها نعمل Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de concepts de durabilité qu'on a pu dégager de la Médina au niveau social, au niveau des ressources naturelles, comment la Médina a pu gérer ses ressources naturelles, notamment de l'eau, comment utiliser l'eau chez les tanneurs, etc. etc. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comment utiliser ces concepts-là pour nos villes futures. Dans nos maisons, je ne dirais pas qu'il y a une dichotomie, mais il y a une coexistence entre la tradition et la modernité. C'est notre personnalité. لو كي دابا هادشي كتكلم عليه اللي داخل ما هادشي اللي هنايا تصوب اللي في البيوت باقي هو الجهه اللي كان فيها خطر كبير. نعم. هاد الجهه وهاد السقف صافي هادشي اللي عطوا الله. لا عادوا لينا درنا غريسات كيف كانوا كتشجر فيها النهار الاول. Ces victoires sur le temps, on les doit en partie à l'UNESCO, qui a lancé en 1976 son appel pour la sauvegarde active de la Médina de Fès. Mais aussi à feu Sa Majesté le roi Hassan II, qui a adressé une lettre historique demandant que la Médina de Fès soit considérée comme une priorité nationale. Le Maroc, avait-il écrit, doit demeurer le pays de l'authenticité véritable, le vrai chemin qui mène à la réalisation des ambitions de notre siècle de progrès et de prospérité. Dans cette lettre-là, il a ordonné à son gouvernement de prendre parmi ses priorités la sauvegarde de la ville de Fès. Cette lettre a précipité le classement de Fès en octobre 1981. C'était une vision de développement économique et social d'une certaine population dans une enceinte ou bien dans un récipient d'histoire, de culture et de patrimoine.
C'est de cette mobilisation qu'est née l'ADER Fès, l'agence de développement et de réhabilitation de la Médina de Fès. Et donc, on en arrive maintenant au mandat de l'ADER Fès, dont vous êtes le directeur général. On a bien mis la table, je crois, pour définir qu'est-ce que la Médina et quels sont les problèmes que le temps a infligés et que les changements mondiaux ont infligé à cette Médina. C'est une agence qui a été créée dans le cadre de la stratégie de sauvegarde de la ville de Fès, cette stratégie qui a été tracée au milieu des années 80. À son apogée, la Médina a connu combien d'habitants, la plus grande quantité d'habitants qu'elle a renfermée? C'est dans les années 80, c'est autour de 180 000 habitants. C'est quand même trop. Sur le sigle de l'ADER Fès, on remarque agence de dédensification. Maintenant, vous appelez ça agence de développement. Oui, mais parce qu'à l'époque, il fallait aussi diminuer la pression démographique. Le seul moyen pour le faire, c'était d'installer un système d'information géographique qui était à l'époque quelque chose quasiment inexistant dans les villes historiques. Ceci nous permettrait d'abord de connaître bien la Médina. Donc ça nous permettait d'avoir l'information sur les 14 000 bâtiments de la Médina, dans les 11 000 historiques, et puis d'éviter d'avoir de collecter ce qu'on appelle les cimetières d'information. On doit savoir si c'est une maison ou un draze ou un mausolée ou des latrines ou une mosquée, etc. Par rapport au statut foncier, à la valeur culturelle, à l'état physique. Le système nous a permis d'ouvrir des champs d'investigation à travers l'enquête de base pour pouvoir prendre plus de détails sur un thème donné. C'est un système qui nous permet d'abord de bien connaître la Médina et qui nous aide à tracer les stratégies et à monter aussi les projets. C'est aussi un outil de management de la Médina. La Médina, je la vois un peu comme c'est un organisme vivant. C'est une grosse bête qu'il faut soigner. C'est un tissu, c'est très organique. Quand on voit la carte de restitution, c'est pratiquement un tissu biologique dans lequel l'unité qui est la bâtisse est notre unité d'information. On peut faire un petit zoom. En zoomant, on voit en plus en détail la bâtisse. Et chaque bâtisse contient les informations qu'on a vues sur l'affiche. C'est une photo aérienne qui a été transformée en image ou bien en plan vectorisé. C'est un système qui nous permet d'avoir le maximum d'informations presque sans limite par rapport à une bâtisse. Par la suite, on peut rentrer pour voir certains détails même d'architecture. On rentre dans la parcelle, on a le plan. On rentre dans le plan, on a les détails de la façade. On rentre dans la façade, on a les détails du zélige et de la décoration. La médersa El Atarine, ou la médersa des marchands d'épices, érigée par le sultan mérinide Abou Saïd Othman au XIVe siècle, est certainement une des merveilles de l'architecture arabo-andalouse. Voilà certainement pour Fouad Serrini une source formidable d'inspiration. Avec la restauration, les éliges polychromes et les linteaux en bois de cèdre retrouvent leur éclat d'origine. Au Maroc, les médersas accueillent les étudiants venus de la cité et d'ailleurs. Et Fès, ne l'oublions pas, est avant tout ville de savoir. C'est intéressant. هذا هو المهم انه ليكون مهتم بالتراث ومع بنتها جاو كيصوروا وهي كتعمل معها ليكزيرسيس هذا الشيء كله. Le marché aux épices de Fès, autrement dit sur la table. On y trouve ici tout ce qu'on peut imaginer. Concrètement, moi j'ai beau à restaurer un bâtiment, mais s'il n'y a pas le niveau des gens, le niveau de vie des gens qui augmente, s'il n'y a pas l'éducation qui progresse, s'il n'y a pas le côté intellectuel, le côté sanitaire, tout ce que vous voulez, s'il n'y a pas tout ça, mon travail va être un travail en vain. Au cœur du Maroc, entre les terres fertiles et les forêts, les caravaniers de l'intérieur du pays venaient à Fès, qui était le centre des activités commerciales et artisanales les plus florissantes. Ibn al-Khatib disait que Fès faisait pousser la fortune. La ville était une ville productive, on produisait beaucoup de richesses. Et la Médina n'est pas seulement un lieu physique où les gens vivaient, c'était un système... Une organisation sociale. De corporations, de métiers qui sont le nerf
économiques de la ville, qui sont bien organisées, bien élues au niveau de façon démocratique, et puis la société marchait comme ça, et puis la société donnait de son meilleur. Les commerçants de produits de luxe arrivant à Fès se rendaient au Fundouk El Najarin, ancien entrepôt de marchandises et lieu de négoce construit en 1711 sous le règne du sultan Moulay Ismaël. Le Fundouk est devenu monument historique en 1916, puis inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa restauration s'est inscrite dans le projet global de réhabilitation de la Médina de Fès. Aujourd'hui, c'est un musée spécialisé dans les arts et métiers du bois, qui témoigne de l'attachement des Marocains pour ce travail, qu'il soit domestique, architectural ou liturgique. Cette passion pour le bois, Fouad Serrini la partage en nous invitant sur les lieux de son enfance. Tout ce que je vois là, je le voyais quand j'étais très jeune, très petit. Je le voyais très très grand. Et quand je finissais mes petits cours d'enfant, je venais au musée ici parce que mon père il travaillait comme directeur du musée. Je croyais que c'était même chez nous, jusqu'à ce que j'ai grandi. Et j'ai compris que mon père il était fonctionnaire de l'État, du ministère de la Culture. Je m'appropriais tous ces espaces que je considérais comme chez moi. Cette maison qu'il croyait être la sienne illustre bien cependant la conception de l'habitat dans le monde arabo-musulman. Le mot même du logement ou de l'habitat en arabe, as-sakan, ça veut dire littéralement la tranquillité. Donc on est soit chez soi ou on ne l'est pas. C'est très important. La conception de la maison traditionnelle, c'est qu'une fois rentré chez soi, on est rentré dans son intérieur. Quand on rentre chez soi, à l'intérieur, on s'éclate parce qu'on vit là-dedans. On vit avec sa famille, on vit avec sa femme, on vit avec ses enfants, donc on doit vivre le plus agréablement possible. D'où l'exubérance de la décoration marocaine. Voilà, à tel point que certains interprètent cela comme le paradis de l'au-delà qui est sur Terre. Parce qu'il y a même plusieurs conceptions du paradis qui sont décrites dans le Coran, qu'on retrouve dans ces maisons-là, comme si les gens précipiter le paradis de l'au-delà. Il se donne un avant-goût, voilà. Il se donne des prémices. Ouais. On profite du passage au musée Batha pour visiter l'un des grands artisans de la marqueterie. Nous avons le maître Qadiri et le maître Ben Slimane, qui sont des gendres de la même famille, qui continuent à assurer la pérennité de ce métier-là. Alors ça, c'est la sculpture minuscule sur le bois de noyer. Sculpture avec calligraphie. En arabe, c'est Al-Mulku Lillah Al-Wahid Al-Qahar. Ça veut dire que la royauté appartient à Dieu, le grand puissant. La première étape, on fait un logement pour incruster les différents morceaux de bois. Et voilà les étapes, et ça c'est fini. C'est un couteau marocain, pas suisse. Oui, il y a une seule lame. Donc vous avez il y a de glorieux clients pour ces coupes papier dans l'histoire du Maroc. Ils sont partout dans le monde, ils voyagent beaucoup. Ouais. Qui vous a appris votre métier? C'est le père spirituel. D'accord, il travaille encore avec vous aujourd'hui, il veille toujours sur son fils spirituel. Il m'a transmis le savoir-faire, vraiment ça se passe de tout commentaire. C'est le grand maître Mohamed Qadiri qui était là depuis l'ouverture du musée. C'était les années 1930. C'est le début de ce travail ici dans le musée Batha. J'avais aussi une responsabilité de prendre la relève, la continuité, parce que sinon ça s'arrête. Il n'y a pas beaucoup de candidats? Non. C'est une tradition dans un cadre familial, alors il faut continuer. Le jeu d'échecs aussi, c'est vous qui l'avez fait évidemment? C'est une commande qui prend 2 mois de travail. C'est un chef-d'œuvre, c'est unique. Ça, c'est les pièces sculptées et marquetées. Il y a des règles, bien sûr, dans le travail de marqueterie, il faut les respecter, mais... Il y a votre fantaisie quand même là-dedans. Bien sûr, il y a toujours les fantaisies, il y a le travail selon l'inspiration du jour. On ne cesse pas de créer. Ça, c'est les différents essences de bois utilisés. C'est des couleurs naturelles. C'est des bois qui sont maniables pour la sculpture minuscule. Le fil de bois est très fin. Des maîtres avec le roi Mohamed V. Il admirait beaucoup ce travail. Cet atelier, c'est une faveur qui a été accordée par le roi Mohamed V pour cette famille. Ah oui. Oui. Ce qui est passionnant dans la découverte de la vie économique de Fès, c'est qu'en dépit de la mondialisation, on retrouve une organisation que nous décrivait déjà Léon l'Africain, ce diplomate et explorateur qui nous fournit tant de renseignements sur la vie africaine du XVIe siècle.
Les artisans pratiquant le même métier se regroupaient en corporations. Les différents secteurs économiques étaient souvent regroupés dans une même rue qui porte leur nom. Par son métier de dinandier, Moustabchir Jamri imprime aux objets en métal des motifs d'une si grande beauté que ces artifices deviennent absolument nécessaires. Cet homme a raison d'être heureux car il aime son travail et ses clients du monde entier lui en commandent beaucoup. Voilà quelqu'un qui porte bien son nom. Moustabchir signifie le souriant. مرحبا بكم. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est écrit au-dessus de vous sur la pancarte. مكتوب السكوت شكرا. لأن الإنسان فهمتي كنت يخدم شي حاجة كأنه كيعبد. كأنه في العبادة تيخصو داك العمل ديالو يخلص ليلو باش يربح فيه. هذا كيخصو يكون ساكت ملي كيسكت كيعطي عقله للعمل ديالو اللي هو تيخدم فيه. اما الا ما كان كيهضر غادي يبقى يهضر على شي حاجه اللي هي خارجه عن النطاق ديال الخدمه، ولا خارجه عن النطاق ديال الخدمه الانتاج ما غاديش يكون مزيان. الحرفه ديالنا حنا الصناعه التقليديه ديال النحاسيات اولا ديالها كنا كنصوبوا المسائل ديال الصينيه ديال العماره اللي فيها البراد. Il faut à peu près 3 jours de recherche pour vous trouver au fond de la Médina, parce que pour nous, vous êtes bien cachés, parce que la Médina, pour nous, c'est un peu comme un labyrinthe. Et pourtant, quand on arrive chez vous, on trouve le dinandier le plus célèbre du monde. نقول له كنتمناو باش نكونوا في حسن الظن ديالو وديال الزبناء اللي كيزوروا المغرب كاملين. وهذا شرف لينا للصناعه التقليديه ديالنا، ومازال تيخصنا نجتهدوا باش نرضيو الناس اللي تيقلبوا علينا. شحال كان في عمرك فاش بديتي كتعلم الصناعه؟ 5 سنين. واش انت من عائله الصناع؟ من عائله الصناع. كيفاش تتلاحيتي لهذا الميدان هذا؟ لان كنت كنهواه، انا كنت كنمشي النحاس كان واحد الدار واحد المعمل معاه جنب هنا كان كيصوب النحاس، وانا كنت كنعشق النحاس. داك النحاس اللي كيرميوه كنمشي نلقطو وكنجمعو كنجيبو عندي ونخبعو، حتى وليت كنمشي لذاك النحاس وكنقش فيه. اول مره فاش بدينا النحاس كنت كناخذ ديك القصديره ديال الطون وكنصور فيها الجامع والصمعه. زوينه. لا زاهر. دار معروفه في الجامع بالنحاس، بحال ملي كيمشي يخدم الواحد عند اللي بغى النحاس كيمشي عند ولاد الجامع تيصوب عندهم النحاس. كان كمثل الصناع، كاين عائلات من اللي متبعين الحرير، كاين عائلات بحال مثلا دريسيين او صقليين، حنا متبعين النحاس. عرقتيني. عرفتيها؟ Tu l'as fait suer. À vous aussi, parce qu'il faut qu'on soit intelligent devant autant de talent. قالك خصو يكون، قالك حتى انت راسك خفتي لانه هو خصو يكون قدام هذه الموهبه ديالك، خصو حتى هو يبان بانه شويه ذكي. لا قل له هو ذكي تبارك الله عليه، فهمتيني، بما انه كيبحث على الصناعه التقليديه فهمتيني، فهو ذكي. والصنايعيه ما كيعرفوها الا الذكاء، الناس اللي ما تعرفهاش ما كيعبيشها، لان الفن ماشي اي واحد تيكون دابا شي واحد دايز وتيوقف كنعرفوه ان قاصتو ديك الفن، واللي تيكون مسكين ما كاينش كيدوز حداها وما كيعرفهاش ما كيشوفهاش. دابا انت واش صنايعي ولا فنان؟ انا صنايعي وفنان. ما انا ما قلتش، انت اللي قلتيها. انا صنايعي. احنا لازلنا في البدايه، احنا مازالين كنتعلموا. احنا الان واخا الانسان كل نهار والا كيتعلم شي حاجه جديده في الصنعه، لان الصنعه بحر. ومنين كنتعلموا من عند الزبناء ديالنا. داكشي علاش كاتب متدرج في الطابليه ديالك؟ كنتعلم. Alors, il m'a dit... Mutadarrij, ça signifie stagiaire. Et monsieur Jam'i m'a dit qu'il est toujours en train d'apprendre. Si Jam'i, ما قلتيليش شحال من عام وانت في الصنعه؟ هذه 45 عام فازيد. وانت 45 عام باقي كتطمح انك تزيد تعلم؟
لا انا عاد كنتعلم الحقيقه الا كان هو الا مشيت زلت من الصنعه ديالي يمكن يوقف العمر ديالي. السي عبد الرحمن من المعلمين الكبار ديال مدينه فاس في المجال ديال الخناجر تقليديا، المسائل ديال الفضه ديال النقره، الكماله ديال الشياكه. Autrefois, dans la Médina, chacun fournissait par son travail les services et les objets dont les autres avaient besoin pour vivre. Au Maroc, on a besoin de beauté pour vivre et la Médina a besoin de ses artisans pour être éternelle. Parmi toutes les corporations qui font la réputation de la ville de Fès, il y a celle des céramistes. Ils reproduisent inlassablement ces décorations à la fois compliquées et discrètes, toujours conformes à une tradition millénaire que l'on retrouve partout au Maroc. On dit que c'est à Fès que l'industrie de la céramique était la plus florissante. Ces carreaux manipulés un à un avec soin deviendront les éliges polychromes et se combineront les uns aux autres selon des tracés géométriques complexes. Léon l'Africain nous apprend que bien avant le XVIe siècle, il y avait déjà un quartier des céramistes à Fès. Un recensement datant du XIIIe siècle nous apprend en effet qu'à cette époque, 124 ateliers de céramistes exercent dans ce quartier. Les spécialistes de cet art savent que chaque période a privilégié certaines couleurs et que certaines teintes utilisées sont sans doute les mêmes que celles utilisées par les Mérinides. Aujourd'hui, la palette de couleurs comprend des couleurs vives et les compositions peuvent ainsi varier à l'infini. Les artisans, nous en avons presque 40 000 qui sont toujours dans la Médina. Cela constitue le nerf économique de cette ville qui est toujours vivante. Les tanneries sont une autre activité artisanale typique de la ville de Fès. Activité millénaire aussi. Les textes anciens qui parlent de la vitalité économique de Fès au XIIIe siècle dénombrent dès cette époque près d'une centaine de tanneries. Ces tanneries étaient une source importante de richesse. Et les tanneurs, regroupés en corporations, occupaient une place importante dans la société de Fès. Au tournant du XXe siècle, on n'en dénombre pas moins de 800. Les tanneries Chawara sont les plus importantes de Fès aujourd'hui. Elles sont alimentées par une source à proximité et sont constituées de nombreuses fosses en briques où sont traités les peaux de mouton, de bœuf et de chèvre. Les tanneurs descendent dans ces fosses dont les couleurs sont variées et ils y lavent et frottent les peaux. Autour de ces fosses, les bâtiments abritent les ateliers où sont traités les peaux. Il est vrai que plusieurs métiers sont liés à celui de tanneur, comme celui d'arracheur de poils pour les peaux de chèvre ou d'élaineur. La production de tanneries de Fès était pour une bonne part employée sur place par les cordonniers, les sacochiers, les bourliers, les selliers et les autres fabricants d'objets en cuir. Le surplus était exporté ailleurs au Maroc. L'organisation du commerce dans la Médina, c'est aussi quelque chose de très important parce que un commerçant qui vend par exemple les babouches, il ne peut pas se mettre dans le coin pour vendre n'importe quoi. Il y a un espace des babouchiers pour que chacun tire sur sa qualité. Tu as une bonne qualité, tu peux demander le prix que tu veux. Il y a l'organisation de ce qu'on appelle le muhtasib, c'est la qualification ISO d'aujourd'hui qui lui contrôle la qualité, contrôle le prix raisonnable. Mais si tu as une très bonne qualité, tu demandes un prix et ça va dans le marché, c'est la loi du marché qui prime.
choisir un métier pour la beauté du geste. C'est ce qui a incité Mohamed Cherkaoui à embrasser la carrière de calligraphe. Ce jeune homme de 28 ans nous a éblouis par son talent, mais il croit humblement ne pas avoir trop de toute une vie pour perfectionner son art. Vers ces temps-là, écrire un caractère, c'était comme de la musique. C'était comme si on dessinait l'histoire. Chaque caractère est écrit soigneusement. C'est un art. Oui, c'est un art académique avec toutes ses fondations géométriques et philosophiques. La réaction aussi de l'encre sur le papier, c'est une réaction qui a pris tout son temps. Toute une vie pour perfectionner l'instrument avec lequel on transmet le savoir. Il y a une grande démarche spirituelle dans le travail du calligraphe. Oui. C'est dans la bibliothèque de l'Université de la Qarawiyyin que nous découvrirons plus tard que nous rencontrons cet artisan silencieux. De quoi est faite cette encre? Pour l'encre, il y avait plusieurs recettes. Des recettes il y a des calligraphes qui le gardent comme un secret, où on utilise souvent des matières organiques, par exemple le noyau des dattes, le broc de noix, la carcasse des grenades, qu'on fond de couleurs. La gomme arabique qui joue le rôle de vernis, qui donne plus de brillance à l'encre. Et puis, on a aussi le miel qui joue le rôle de conservateur et qui conserve l'encre sur papier pour des siècles et des siècles. Est-ce que vous êtes ému à la vue de ces manuscrits qui ont traversé les siècles pour pouvoir s'offrir à notre regard aujourd'hui? Alors pour moi, ça me fait voyager vers ces temps-là. Il y avait des règles d'harmonie, des règles... Bien sûr, là on parle de règles géométriques pour écrire une lettre d'une manière indépendante. Et on parle aussi du rythme interne. Un rythme que le calligraphe essaie de créer dans sa composition pour qu'elle ait un certain effet. Sur le travail final. Oui. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à apprendre pour devenir un malem calligraphe? Je sais pas, peut-être la philosophie de vivre. Ah ouais? Je me qualifie pas d'un calligraphe, mais plutôt d'un modeste apprenti devant le seuil des grands maîtres. Parce que je suis toujours en cours de formation, cours d'apprentissage, un apprentissage qui va durer toute la vie. La place sociale d'un calligraphe, elle est aimée partout. Tout le monde l'aime. Oui. Ah, tu peux me faire un petit verset de courant. Est-ce que vous avez une adresse électronique? Oui. Ah oui, vous arrivez à communiquer avec un clavier quand même. Vous êtes terriblement frustré. Non, j'essaie toujours de suivre l'air du temps. Oui. Monsieur Cherkaoui n'a que 28 ans, c'est un jeune. Alors il connaît aussi. C'est pas parce qu'il s'intéresse à la calligraphie que c'est un vieux. La plus ancienne université du monde se trouve dans la Médina de Fès. Et c'est une femme qui l'a fondée. Bienvenue à la Qarawiyyin. Tout au cœur de cette ville d'industrie et de négoce se trouve donc un centre de savoir. Les artisans et les commerçants vivent donc tout à côté de ce milieu intellectuel. Et on entend même les dinandiers qui œuvrent à proximité. Monsieur Bouktouf nous accueille pour une visite de la salle de conservation des manuscrits. Il est biologiste et sa formation scientifique lui sert car le défi qui est le sien est de transmettre aux futures générations des ouvrages qui ont résisté aux outrages du temps. On est dans un quartier qui est probablement au cœur de la Médina, donc on sait aussi que le Qarawiyyin est le nom de la plus ancienne université du monde, dans une ville qui est très pieuse. Donc ici, on voit plusieurs bâtiments qui sont liés par une certaine homogénéité. Donc il s'agit d'une bibliothèque parmi les plus importantes bibliothèques dans le monde arabo-musulman, fondée par le sultan Mérénide Abou Inan au XIVe siècle à l'intérieur de la mosquée Al-Qarawiyyin. Il conserve un fonds de manuscrits caractérisés
par la rareté et parfois même unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver dans d'autres bibliothèques. Nous avons le pavillon Alaoui, fondé par le feu Mohammed V en 1940. Pourquoi ce pavillon Alaoui? Parce qu'au début, la bibliothèque a été fondée à l'intérieur de la mosquée. Et pour que tout le monde puisse bénéficier de ce fonds de manuscrits, le feu Mohammed V a ouvert une porte à l'extérieur de la mosquée pour que tout le monde puisse accéder à ces manuscrits et à ce fonds. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi rares, ces manuscrits? Ils ont été à la possession des sultans. Ils étaient au début dans des bibliothèques royales. Après, les sultans ont donné ces bibliothèques à la bibliothèque qarawiyyin. Ce fonds de manuscrits, il concerne toutes les disciplines. Par exemple, ici, un manuscrit dans la médecine, dans la composition des médicaments plutôt. Ah oui. De Galinus. Ah oui, le Galien est un des pères de la pharmacologie. Oui, exactement. Le Maroc est un pays de belles choses, mais c'est vous qui veillez sur le trésor le plus fragile par définition. La dernière restauration a été achevée en 2004. À ce moment-là, ils ont fondé une salle de conservation avec un conditionnement bien précis, avec des portes blindées, avec un système de sécurité. Tous les manuscrits de la bibliothèque ont été microfilmés, donc la consultation se fait à l'aide de ce microfilm. C'est un sentiment de vive émotion que je suis en train de ressentir puisque je suis en présence d'une copie rare, unique, un traité de médecine d'Ibn Tufayl qui remonte au XIIe siècle. Vous avez parlé de la rareté de ce manuscrit. Est-ce que vous pouvez lui donner une estimation? C'est inestimable. Ça n'a pas de prix? Non, non. On raconte qu'un médecin pneumologue français a été bouleversé de retrouver en 1987 des informations très précises dans ce traité du XIIe siècle, corroborant ses propres recherches sur les relations entre la circulation sanguine et la tension artérielle. La vieille ville de Fès, l'une des 4 capitales historiques du Maroc, est réputée pour ses nombreuses médersa et mosquées qui lui confèrent un caractère de sainteté. Et c'est dans ce cadre idéal qu'un intellectuel a mis sur pied le Festival de la culture soufie, occasion pour des gens de toutes les confessions de célébrer ce qui les unit. Ce n'est pas par hasard que nous avons croisé Fawzi Skali au musée Bata. Il est anthropologue, sociologue et amoureux de la culture soufie. Il est né à Fès et il a étudié en France. Le président de la Commission européenne l'a nommé membre du groupe des sages. Il organise de nombreux événements, comme le festival de musique sacrée. Son objectif est de mettre en contact les cultures. Le festival de Fès de la culture soufie attire de grands intellectuels du monde. Ils sont venus aujourd'hui parler de la relation entre l'art et la spiritualité. Pour Fawzi Skali, ce dialogue entre les cultures, il est d'une immense actualité. Parlez-nous de cet intérêt que vous avez pour le soufisme et en même temps, qu'est-ce que ça signifie? Il y a eu, dans les années 90, ce déclenchement de la guerre du Golfe qui a été un véritable choc pour beaucoup de personnes parce que c'est ce que d'ailleurs, un petit peu plus tard, on allait intituler le choc des civilisations ou des cultures. On avait tendance, forcément, dans cette espèce de choc, à caricaturer les cultures, à stéréotyper les cultures et à les réduire aussi dans ce qu'elles ont de plus extérieur. Et donc, il me semblait qu'il était nécessaire d'amener à témoigner de cette dimension spirituelle, culturelle de l'islam, civilisationnelle de l'islam, qui est une religion, évidemment, qui est ouverte à l'universel, qui est ouverte à la diversité des cultures, qui promeut les valeurs de la paix. Et tout cela n'était pas du tout perçu, en tout cas dans le langage médiatique.
Fès, ne l'oublions pas, à côté d'être une ville multiculturelle, arabe, amazigh, elle est aussi l'héritière de l'Andalousie médiévale. Et donc, il y a cette propension naturelle à faire rencontrer les différentes cultures et les différentes tirer religions. le meilleur de chaque culture aussi. Voilà. Et donc, c'est cela la civilisation. C'est cela le creuset civilisationnel. C'est de pouvoir, en quelque sorte, faire de la gastronomie, si je puis dire, civilisationnelle, c'est-à-dire mettre ensemble des choses et en tirer le meilleur. En tirer un sens de convivialité, un sens du mieux vivre, de l'art de vivre aussi. Les Fassi en savent un bout sur l'art de vivre aussi. Mais c'est très important parce que c'est cela l'âme d'une civilisation. Le musée Bata où nous nous trouvons est en effet un lieu unique pour parler de ce rapprochement entre les cultures. Mais la question restait en plan. Qu'est-ce donc que le soufisme? Le soufisme, c'est la dimension spirituelle et intérieure de l'islam, mais qui est une spiritualité qui ouvre l'homme à justement ce qu'il a de plus universel. Les invités prestigieux ont échangé sur le thème de la spiritualité dans ces lieux inspirants. Frédéric Calmez est anthropologue, il a étudié la confrérie soufie des Ahmad Shah. Et en tant que musicien, il participe à tous leurs rituels. Le Maroc se modernise de façon ininterrompue depuis très longtemps. La scolarisation, l'exode rural, la disparition des corporations, la transformation des métiers, de l'habitat, a petit à petit transformé la vie de quartier, les aspirations des uns et des autres. Et avec le temps, eh bien, les confréries ont perdu leurs membres. Eh bien, cette même modernité, paradoxalement, elle a permis quelque chose de nouveau, elle a permis un souffle nouveau, elle a donné de nouvelles opportunités à ceux qui étaient en train de disparaître. D'un seul coup, se sont retrouvés sollicités dans le cadre de festivals, à la télévision, dans le cadre d'un intérêt nouveau pour ce que l'on appelle le patrimoine immatériel, le patrimoine culturel et spirituel. Toward the end of his life, an American writer who was a Trappist monk named Thomas Merton became very interested in Sufism. He himself tried to listen to the Sufi tradition through the poems and the writings of Ibn Abbad, here in Fez. And he wrote a very long poem called Readings from Ibn Abbad. Yes, and I will read just one tiny little piece of it for you, okay? To a novice, be a son of this instant. It is a messenger of Allah, and the best of messengers is one who announces your indigence, your nothingness. Be a son of this instant, thanking Allah for a mouthful of ashes. And so while I'm here, I will try to be a son of this instant in Fez. Christopher Merrill enseigne à l'université d'Iowa aux États-Unis. I need this American answer to my Canadian question. Since we come from a very similar cultural background, can you tell me what is Sufi about, please? What is Sufi about? Oh, you shouldn't ask an American. At the center, it seems to me, of Sufism is the desire to be present with God. I also understand that it will take a lifetime of study and reflection to really know anything about what is a glorious religious tradition. Fès, c'est une médina qui a rassemblé, qui a été le cœur battant du Maroc sur le plan politique, mais aussi intellectuel. Fès, c'était vraiment le lieu de liberté par excellence. Et c'est cette liberté-là qui a donné à cette ville cette notoriété, cette force de ville intellectuelle où les gens s'expriment.
Les gens innovent ou les gens font des forums. Si la Médina est très belle, si nos ancêtres nous ont livré des chefs-d'œuvre, parce qu'on donnait libre aux gens de réfléchir, d'innover, de créer des choses, c'est un petit peu le résultat de ces siècles de liberté d'expression et de transmission de savoir-faire de génération en génération. مرحبا بكم.